portable. Une émission proposée par Hype FM. Le livre et les Arméniens, une histoire d'amour ancienne et ininterrompue, malgré les tours joués par l'histoire des guerres et invasions et celle des massacres et déportations. Une culture de livres, du manuscrit à l'imprimé, les Arméniens ont à la fois aimé l'écriture et la transmission. Mais la condition diasporique des Arméniens, surtout après le génocide, leur a fait perdre certains repères et appuis pour la création, jusqu'à ce que les nouvelles communautés puissent recréer un nouveau monde littéraire selon les possibilités et contraintes des pays d'accueil. En France, des salons du livre arménien, francophones ou arménophones, sont apparus pour permettre aux lecteurs de toucher, voir, sentir le livre et l'acheter pour soi ou pour ses enfants. Il y a là encore, un sentiment de devoir de transmission. Le salon du livre d'Alfortville, Armen Livre, a ouvert ses portes cette semaine et met à l'honneur cette année l'historien Yves Ternon. Yves Ternon qui a consacré une grande partie de sa vie à l'histoire des génocides et celui des Arméniens, à qui, rappelons-le, IPFM a consacré un spécial carte sur table il y a quelques années, tant le travail et l'engagement pour la vérité d'Yves Ternon méritait et méritent notre respect. Et nos invités dans ce carte sur table, vous l'avez bien compris, d'abord Yves Ternon, bonjour. Bonjour. Ravi de vous revoir dans les studios d'IPFM. Et Asmik Kevonian, bonjour Asmik, l'infatigable directrice de la Maison de la Culture arménienne, qui nous parlera de ce Armen Livre, belle aventure, et qui ne cesse de se développer d'année en année. Donc nous entrerons aujourd'hui dans les détails d'Armen Livre pour dire qu'il y a un programme assez riche, assez chargé, et surtout on voit, puisque je parlais de transmission, la présence d'enfants, de jeunes, d'adolescents durant ce salon. Pourquoi ? On pourrait dire, étant donné la mode de ces termes, que c'est intergénérationnel, si j'ose m'exprimer ainsi, puisque ce salon vraiment est destiné aux enfants, adolescents, adultes, mais pas en tant que simples visiteurs, mais en tant qu'acteurs aussi. Mmh. C'est ainsi que lorsqu'on nous recevons 110 élèves, comme nous l'avons fait hier du collège Tobrosacer, toutes les classes collèges sont venues, on ne veut pas simplement qu'ils viennent, qu'ils regardent et qu'ils s'en aillent, on veut aussi les faire participer. Alors c'est assez difficile, mais les remarques sont toujours les mêmes. C'est la surprise de voir autant de livres, et aussi pour la jeunesse, ceux que l'on fait venir du Proche-Orient, et aussi de constater, alors c'est plus ou moins exprimé, mais chaque année c'est « Ah oui, mais alors il y a des écrivains arméniens vivants. Il y a cette notion d'être vivant, de pouvoir être écrivain arménien et vivant. Alors cette génération est un peu chanceuse parce que il y a 20 ans, imaginez un salon du livre, imaginez une production littéraire arménienne, qu'il s'agisse de livres en français ou en arménien, mais essentiellement ici en France, en français, c'était inimaginable. Quelle chance pour eux de pouvoir justement, avec des thématiques très variées aussi. Oui, il y a toutes les thématiques. La thématique est fondamentalement arménienne. Oui, mais ça n'est pas que le génocide. C'est ce que je veux dire. Il y a quelques années, il y a 10 ans, 20 ans, dès qu'il y avait un livre qui sortait, on s'attendait à ce que ce soit sur l'histoire et sur le génocide. Absolument. Aujourd'hui, il y a de tout. Même il y a de la cuisine. Il faut qu'aussi la cuisine, il y a aussi du sport. et il y a de l'art. Oui. Et c'est justement là que l'on remarque l'évolution d'Armen Livre. C'est que nous avons commencé avec peu de livres de France et en français. Bon. Après, nous nous sommes tournés vers les pays du Proche-Orient pour avoir des livres en arménien. Alors, le Liban, la Syrie, la pauvre Syrie, ce fut relativement facile, mais d'un coût financier élevé, puisque ces livres-là, faut les acheter, que les droits douaniers sont les taxes douanières sont chères. La difficulté, ça a été plutôt l'Arménie. Je suis très contente parce que cette année, on a pu avoir enfin des livres venant d'Arménie. Et la chose la plus facile a été ceux venant de Turquie. Et je me souviendrai toujours, on s'était posé la question, on avait un livre en turc concernant les Arméniens. Et beaucoup nous ont dit, non, on peut pas mettre de turc au salon du livre, ça ne se fait pas. J'avais dit non, mais pourquoi pas? Et là, je reverrai toujours une jeune fille
originaire de Turquie, qui ne savait très peu le français et pas l'arménien. Elle a vu ce livre, c'était le Çetin, d'ailleurs, en turc. Prendre le livre, bon, c'est de l'émotion, mais c'est de la vraie, c'est vrai, c'est passé comme ça. Le serrer contre elle en disant, enfin, je vais pouvoir lire. Donc, c'est un des grands moments d'Armée de Livre. Il y en a d'autres, hein, bien sûr, mais pour nous, c'était la démonstration qu'on avait, que, comme je le disais en préparant l'émission tout à l'heure, c'est le livre qui est venu vers un lectorat. À part Saint-Mélian, il n'y a pas de librairie non plus. Hein. Alors justement, il ne fallait pas attendre il fallait aller vers... Il y a quelques années, avec Internet, etc., on s'est dit, c'est la mort du livre, il y avait une crise, les ventes ont baissé, une vraie crise dans l'industrie du livre, si je puis dire. Et là, nous, on n'est pas dans une démarche commerciale, on est dans une démarche de transmission, de faire connaître... Nous sommes des passeurs. Voilà, et de donner un avant-goût à notre communauté et au-delà de la communauté. Alors, moi, je voudrais qu'on parle des Arméniens d'Arménie, parce que il faut tenir compte de toutes les personnes qui sont présentes dans la communauté. Est-ce qu'ils ont eux aussi quelque chose à trouver ici? Parce qu'il est très difficile de commander des livres individuellement depuis l'Arménie pour continuer à lire en arménien. Alors, on peut lire les choses telles qu'elles sont, n'est-ce pas? Évidemment. Nous avons réussi à toucher le lectorat de France francophone. Nous avons les Arméniens du Proche-Orient sont très contents de voir des livres d'auteurs qu'ils connaissent ou de maisons d'édition qu'ils connaissent. Eh bien, le lectorat le plus difficile à toucher, je veux dire que c'est le lectorat d'Arménie. À croire que je m'excuse, là je parle en mon nom propre, je ne veux pas parler au nom de la Maison de la Culture arménienne parce qu'on n'en a pas vraiment débattu, mais je constate que pour l'instant le livre ne les intéresse pas tant que cela. Ça dépendra que c'est posé. Mais mieux cette année que ce ne fut les autres années. Alors qu'on s'est posé la question de l'arménien aussi. L'arménien oriental, c'est pas ça le problème. Hein, c'est l'orthographe. Donc au début, il y avait une espèce de réticence, mais voyant que c'était aussi l'arménien qu'ils avaient appris à l'école, pourquoi pas. Alors, comme pour toutes les activités même de la Maison de la Culture arménienne, nous constatons que l'art les intéresse. Donc, on a des livres d'art. Et c'est vers cela qu'ils vont aller. Vers la littérature, on a pas encore tant que cela. Alors, mais ça va venir, on va les intéresser. Alors là, pendant 3-4 jours, on a jusqu'au dimanche la possibilité d'aller voir ces livres en masse, vous l'avez dit, et c'est vraiment... j'ai des chiffres, parce qu'on est en Europe et on aime les chiffres. Hein. Alors, écoutez, nous présentons 977 titres. 496 en français et 344 en arménien. Plus en anglais, puisqu'il y a ceux du professeur Richard Vanessian en anglais, en turc, et puis des livres, des jeux pour les enfants en arménien. Et multiplié par le nombre d'exemplaires, il y a pratiquement 5000 livres là actuellement. Enfin, il y en a moins parce que, fort heureusement, des lecteurs sont venus. Alors, si on fait une comparaison... les Seljoukides, quand ils sont arrivés, Yves Ternon, dans cette zone habitée par les Arméniens, la première chose qu'ils faisaient, c'est d'entrer dans les couvents et prendre les 5000 livres dont on parle aujourd'hui à Alfortville. Ils prenaient 5000 livres, ils les brûlaient parce qu'ils savaient qu'il fallait commencer par ça pour asseoir leur présence dans ces territoires. Cette comparaison, est-ce que vous, en tant qu'historien, vous pensez justement que... parce que le génocide, c'est aussi un problème de transmission, et le livre, c'est le facteur essentiel, mis à part la tradition orale, évidemment. Le livre et les Arméniens, quel sentiment avez-vous de ce lien? Est-ce que c'est un lien d'amour, comme je le disais au début, selon vous? Les Arméniens, j'ai commencé à connaître leur histoire, parce qu'avant de parler du génocide, il fallait bien savoir d'où ils venaient, et il y a quand même un élément fondamental, c'est la langue arménienne. Cet isolement, si je puis dire, que cette formation d'une langue au Ve siècle a été déterminante, et la langue arménienne a quand même servi de passage et en même temps de sauvegarde à toute une documentation
du passé lointain, grec et romain. Donc la langue arménienne, c'est l'un des deux piliers de l'identité arménienne avec l'Église. Ça, c'est quelque chose d'indubitable. Alors en ce qui concerne les gens qui brûlent les livres, l'autodafé, c'est véritablement l'affirmation d'un système politique criminel. Brûler un livre, ça ne viendrait pas à l'idée d'un individu respectueux des principes de base de l'humanité. Alors on va parler aujourd'hui beaucoup de votre travail d'historien, et dans ce cadre-là, puisqu'on parle aujourd'hui de livres, le génocide n'a pas fait seulement 1,5 million de victimes humaines, mais c'est une civilisation qui a été tuée, massacrée, génocidée, si je puis dire. C'est toute une littérature, c'est le théâtre arménien, c'est la poésie arménienne, tout cela. Alors, est-ce que il est très difficile de dire qu'est-ce qu'on aurait s'il n'y avait pas eu le génocide arménien, mais qu'est-ce qu'on a perdu avec le génocide arménien sur le plan exclusivement littéraire? Je crois qu'il faut comprendre que, et c'était l'idée initiale de Raphaël Lemkin qui a inventé en 43-44 le mot génocide, qu'il y a véritablement deux aspects différents à ce système de politique d'extermination et de destruction. Dans les années 30, Lemkin individualisait le crime de barbarie et le crime de vandalisme. Donc il est évident que quand on raconte l'histoire de ces tragédies massives que sont l'extermination d'un peuple, on est bien entendu fasciné par la destruction physique, par l'assassinat. Mais parallèlement, il est évident que la destruction est beaucoup plus large. Elle s'en prend d'abord aux biens mobiliers, immobiliers, donc une spoliation absolument totale. Elle s'en prend également à la culture. L'exemple peut-être le plus déterminant, qui a été heureusement épargné aux Arméniens, c'est la quasi-disparition de la culture yiddish en Europe en centrale et orientale pendant la Shoah. Et la disparition d'une culture, c'est effectivement une autre forme de mort. Mais c'est complémentaire, c'est obligatoirement complémentaire, mais ce n'est pas... par rapport à la perte de vies humaines, ce n'est pas aussi fascinant, mais ça fait bien entendu partie du système qu'est la destruction. Alors on va parler pendant notre discussion avec vous aujourd'hui du travail de l'historien, qu'est-ce qui reste encore à faire, etc. Mais sur la partie de l'histoire de la sociologie, il y a un manque quand même assez considérable pour voir au-delà des pertes humaines ce qui a été perdu. Richard Hovhannissian avait fait une étude assez extraordinaire sur les traditions, les coutumes, la cuisine de telle ou telle région, de tel ou tel village, et je pense que on ne parle pas assez de ce vécu du quotidien, de la tradition, des relations humaines entre Arméniens, mais aussi entre Arméniens et Kurdes, entre Arméniens et Turcs. Tout ceci a été perdu, et l'histoire en est où par rapport à ce visage les historiens ont mis du temps à comprendre que étudier l'histoire d'un génocide, ça se limitait pas seulement à l'histoire des massacres et des destructions de vies et de biens, c'était aussi tout un ensemble, et que l'on ne pouvait l'aborder que d'une seule manière, en étendant les champs d'exploration, les champs d'études. Donc ce sont des études par définition pluridisciplinaires. Nous nous sommes centrés, j'en parlerai ce soir, sur l'histoire, sur le droit, les spécialités de chacun, mais nous ne pouvons pas comprendre l'ensemble d'un phénomène aussi complexe que un crime de génocide sans aborder les sciences politiques, l'économie, la sociologie, la philosophie, la psychiatrie, etc. Donc tous les champs de la connaissance des sciences humaines sont sollicités par l'étude de ce phénomène. Je vous écoutais tout à l'heure parler de la cuisine, avec un certain sourire. En fait, si vous voyez ce qui ressort actuellement en Turquie, c'est-à-dire les petits-enfants, arrière-petits-enfants d'une personne qui a été enlevée et islamisée, enfant ou femme adulte. Et vous vous apercevez que peut-être la tradition arménienne qui est restée, c'est celle de la cuisine.
Et que à travers cette manière de faire tel ou tel plat, bien entendu, j'en ai pas la connaissance affinée, mais se retrouve cette identité qui aurait été perdue. Mais quand une femme est intégrée dans un foyer, elle enseigne à ses enfants des plats. D'ailleurs, nous recevions ici il y a quelques mois une personne, une auteure qui a écrit sur la cuisine arménienne en Turquie et qui rappelait comment, à travers les odeurs, elle avait une mémoire de l'odeur de la mémoire olfactive de sa mère et de sa... fait partie de tout. Donc, il faut savoir que nous sommes des historiens, nous travaillons sur des documents, sur des archives. Nous sommes très exigeants. D'ailleurs, j'en parlerai ce soir sur la qualité de ces archives, mais on ne va pas au-delà de nos compétences, mais il est évident que nous ne pouvons pas imaginer de percevoir un phénomène aussi vaste sans recourir à toutes les spécialités des sciences humaines. Hasvik Kevonian, pendant les dernières éditions, depuis 2007, à chaque édition du Salon Armène Livre, il y a eu un invité spécial, un invité, une personne physique ou alors une institution. Par exemple, c'était en 2008 le journal Haraj, qui avait sa présence, ou alors la librairie Samélian. Mais dont les représentants étaient là aussi. Évidemment. Alors, pourquoi cette année? Nous allons peut-être parler des invités de ces dernières années. Oui, volontiers. Mais je voudrais vous poser la question quand même, pourquoi cette année Yves Ternon pour vous? Parce qu'Yves Ternon, nous nous connaissons depuis très longtemps. Qu'il y a 2015 qui approche, que faire tourner une maison de la culture arménienne, ça n'est pas que pour proposer des cours de danse, des cours de langue, des cours d'art plastique, des cours de musique qui sont très bien. Et nos presque 300 adhérents de 4 ans et demi à 70 ans peuvent trouver ce qu'ils recherchent ou ce qu'ils ne recherchaient pas et le découvrir. Néanmoins, je veux bien insister là-dessus, c'est un acte politique, pas partisan, politique, que d'être conseiller d'administration d'une maison de la culture, d'en être membre et d'en être à la direction. Pourquoi faire s'occuper d'une maison de la culture arménienne, si ce n'est dans le cadre d'une action politique qui, en l'occurrence, nous relie forcément à notre présence en France et au-delà des raisons de notre présence en France. Voilà. Donc, il était tout à fait normal que nous proposions cette thématique-là. D'autant que on essaie, dans la mesure du possible, depuis plus de 30 ans à la Maison de la Culture, de devancer un événement pour sensibiliser avant. C'est-à-dire, faut pas arriver comme cela. Enfin, je m'excuse de vous dire ça, Yves Ternon, mais ne pas arriver en 2015 en disant, voilà, il y a des grandes conférences, il y a des expositions, il y a ceci, et il y a 100 ans, il y a eu le génocide, mais en essayant au moins 2 ans avant, pour ceux qui auraient besoin encore de lire, de découvrir, d'apprendre, eh bien de le faire. Donc, c'est la raison pour laquelle, et il nous a semblé tout à fait, d'abord normal de mettre Yves Ternon à l'honneur, à Alfortville, parce qu'Alfortville n'est pas moins que Paris, parce qu'on a un peu ce complexe-là, enfin nous ne l'avons pas, mais on nous l'attribue, et nous avions envie aussi que Yves Ternon puisse rencontrer une autre communauté que celle qu'il connaissait peut-être, et je pense qu'on a fait le bon choix. Alors je veux dire simplement que vous vous adresserez à moi, mais la décision est prise par le conseil d'administration. Nous présentons un projet. Parce qu'on est tout commence par une équipe resserrée avec Socia Agopian, Hermik, la bibliothécaire, Nercessian et Rafia Kashian, celui qui tient les finances. Eh oui. Donc, nous proposons le projet au conseil d'administration qui, lui, va le valider. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle, et nous avons été très contents que vous acceptiez. Alors, moi, je vois qu'il y a souvent des historiens. Alain Terminacian, Richard Torvanician, aujourd'hui Yves Ternon. Alors non, pourquoi? Parce que en 2004 nous n'avions pas d'invité d'honneur, mais nous avions une grande dame à nos côtés que nous avons toujours à nos côtés. Et ne croyez pas que de ma part ce sont des superlatifs excessifs, outre le fait que je suis de sa famille. Mais Anaïs Dermination nous a accompagnés depuis le premier salon en 2004 et nous accompagne toujours. Et ça vaut la peine parce que rares étaient les intellectuels qui venaient dans
communauté, dans notre banlieue. Donc, il nous a semblé normal en 2007. Pourquoi 2007? C'était l'année de l'Arménie. À Alfortville, il y avait l'ouverture de grands pôles culturels comme la médiathèque d'Alfortville et le pôle culturel. Nous avons eu une semaine de salon avec une conférence internationale où sont venus de Bolis, d'Arménie, de partout, des spécialistes de la langue arménienne plutôt. Et tout a commencé comme cela. Puis l'année d'après, nous sommes tournés vers les institutions. Harač est une institution maîtresse. Qui n'est pas allé à Harač depuis toujours? Moi, j'y allais enfant avec ma grand-mère qui parlait pas très bien français. Tous les débuts avril, ma grand-mère allait payer son abonnement. Et là, je voyais des intellectuels, des gens qui passaient. D'ailleurs, Yves Ternon, parmi vos premiers contacts avec la communauté. C'est pour ça que je le regarde avec attention. Voilà, c'est Harač, c'est Arpik Missakian, c'est aussi. Non, mais Arpik est à la source de mon engagement. Bon, il s'est trouvé que par hasard, une amie d'Arpik, Mademoiselle Arakelian, connaissait une dame qui dirigeait la clinique. Elles étaient amies, donc dès que je parlais de poser un regard sur cette histoire dont j'ignorais tout, j'ai rencontré Arpik Missakian, mais ce qui est étonnant, c'est que elle m'a accueilli. Elle m'a accueilli avec chaleur et avec intelligence, comme toujours pour Arpik. Elle m'a dit ce qu'il fallait faire, où aller. Et la personne à qui elle m'a adressé, quand on avait besoin d'un soutien sur le plan historique où j'étais absolument novice, c'est Anaïd Termination. Donc, si vous voulez, vos deux premières personnes sont en quelque sorte mes marraines dans cette sans oublier les premières fréquentations à la librairie Samuelian. Oui, non, mais bien le sûr, passage obligatoire. À la librairie Samuelian et Ran Samuelian, oui. Parce que j'ai connu Ran Samuelian et ses petits enfants, si je puis dire, ces jeunes enfants qui étaient Serge et Alice. Et, voilà, justement, là encore, en tant qu'institution, la librairie Samuelian en 2009. Alors à chaque fois, d'ailleurs, nous faisions une exposition avec des documents d'archives, si j'ose dire, que ce soit pour les Samuelian que pour Arpik Missakian. Et c'est là aussi, il y a une personne qui nous a vraiment beaucoup accompagné, beaucoup aidé, beaucoup conseillé. Alors cette fois-ci en tant qu'écrivain, c'est Krikol Beledian. Et je voudrais vraiment le remercier parce que il a été très clair, très net, très précis dans de tous ces conseils qui nous ont beaucoup servi, parce que nous avons créé une exposition qui peut être itinérante. Ce sont des grands panneaux sur la littérature arménienne des 19 et 20e siècles, avec un graphisme tout à fait contemporain. Et vraiment, Krikol Beledian a été très très précieux. Et puis, en 2010, nous avons eu envie de tourner notre regard vers Bolis, vers Istanbul, et se dire, je me souviens que c'était un gros pari quand même. Et si nous invitions cette courageuse maison d'édition Arras? Viendront-ils pas? Et puis on leur a téléphoné, on s'est mis en contact avec eux, ils ont accepté notre invitation. C'est pour ça que nous disons les éditions Arras, mais je tiens à remercier Ardaches et Maro, si ils écoutent à IPFM, parce qu'ils sont venus de Bolis et ils ont joué le jeu. Alors souvent il y a des phénomènes autour de nous dont on ne sait pas grand-chose, comme cette maison d'édition Arras, mais il faut les découvrir pour savoir qu'ils font un travail extraordinaire et très courageux. Il faut insister sur C'est pour ça que nous l'appelons la petite maison d'édition courageuse de Bolis. Et là, c'est pas directement lié avec eux, mais je vous donne une petite anecdote de Bolis, justement. Arrive au salon il y a 2-3 ans une dame qui achète des livres pour enfants, qui en achète, et elle demande un bon, et le monsieur qui l'accompagne lui dit c'est pour une école arménienne. Ah bah oui, d'accord, et dans ce cas, on oublie complètement les éventuels bénéfices qu'on peut avoir sur les livres, parce que c'est une école. Et je dis, bon, je fais ça au nom d'eux, et le monsieur me donne une adresse à Saint-Maurice. Or, je le regarde, bon, vous connaissez mon caractère, quand même, il y a une école arménienne Saint-Meslo, pas à Alfortville, qu'est-ce que vous ouvrez une école arménienne à Saint-Maurice, je sais pas quoi. Et la dame, blonde, très jolie, une quarantaine d'années, me dit, mais, digin generek bolso amare, egagam te brotsmene,
C'était une une petite école arménienne de Bolis, d'Istanbul. Et pour la deuxième année, elle venait acheter chez nous des livres en arménien pour son école. Alors regardez, c'était le retour, enfin c'était quand même extraordinaire qu'elle vienne de Bolis, alors que nous étions là-bas, il y a 100 ans, pour prendre des livres en arménien et pour ses classes. Voilà, ça c'était 2010. 2011, nous revenions à la langue arménienne en force, avec notre grand ami Harutun Kürtjan, de Grèce, qui est venu. Alors bon, là, il a vécu en France, il a fait des études en France. Alors là, il y avait tout le banc et l'arrière-banc de tous ses camarades du Bois de Vincennes, comme il dit. Pas le Bois de Vincennes actuel, hein, mais littéraire. Littéraire. Et là, on a eu une très belle conférence sur le bilinguisme, pour laquelle a participé, c'est Abby Berian, la directrice de l'école Ramaskaïn de Marseille. Et là, vraiment des questions fondamentales, et Cléco Beledian, toujours. Et c'est l'année dernière où nous sommes tournés vers Richard Ovanessian, qui avec beaucoup d'élégance, quand je lui avais dit professeur, vous viendriez, etc., etc. Yes, open ticket on me savent beaucoup. J'ai un billet qui me permet de voyager. Et là, ça a été très très important. Je dois dire qu'en 2011, nous avons aussi accompagné la représentation du Haut-Karabakh en diffusant le livre qu'ils avaient édité la même année. Alors, Yves Ternon. Je voudrais parler de Richard Ovanessian. C'est véritablement un personnage de l'histoire arménienne, un historien arménien d'une dimension exceptionnelle. Je l'ai rencontré peut-être une dizaine de fois et je dois ajouter qu'il m'a fait l'honneur d'être membre du jury de mon habilitation que j'ai passé à Montpellier. Et donc, Richard Ovanessian m'est très proche, je le respecte, je l'appelais à une soirée qu'on avait eue après une conférence, une réunion, j'avais dit qu'il était le lion d'Arménie. C'est un personnage magnifique, Richard, et je l'ai croisé peut-être une vingtaine de fois. Alors, Asmik Kevonian, tout à l'heure, nous allons aussi dire ce qui reste encore aujourd'hui et demain, ce qu'on peut découvrir et pourquoi les gens doivent venir pendant ces 2 journées qui restent au Salon du Livre, Arménie Livre, donc à Alfortville. C'est au 148 rue Paul Vaillant-Couturier. Et nous, vous disiez tout à l'heure, Yves Ternon, dans ma clinique. Alors les gens ne savent pas forcément tous que vous étiez, et vous êtes parlé de ma clinique tout à l'heure. Si vous avez évoqué la rencontre avec Alpik Misakian. Ah, c'est vrai, de la clinique. Et les gens vont se dire pourquoi une clinique. Qu'est-ce que fait un historien dans une clinique? Alors là, vous m'interrogez sur un long parcours qui est plein de hasards, comme souvent les parcours, quand on se trouve à un carrefour, on prend une voie, on ne sait pas toujours où on va aller. Le premier pas, si je puis dire, que j'ai fait dans l'histoire était motivé par une indignation. J'avais découvert dans un livre sur le Troisième Reich, ce que j'ignorais jusqu'alors, les crimes qu'avaient commis les médecins nazis en faisant des expérimentations sur les détenus de grande concentration. Il n'y avait pas vraiment d'histoire traitée par des historiens sur ce sujet, hormis les éléments du procès des médecins qui avait été fait à Nuremberg après le grand tribunal militaire international, et je me suis dit que des médecins devaient s'occuper de cela. Vous aviez quel âge? C'était c'était en 64, donc j'avais 32 ans, hein, ouais. Et ma culture allemande était relative, donc j'avais besoin d'un ami qui était totalement germanophone, et avec mon ami Socrate Hellman, nous avons travaillé pendant 5 ans pour produire un volumineux travail d'environ 1000 pages, et puis je me suis présenté, je me rappelle, à Monsieur Polyakov, qui était au centre du mémorial arménien à cette époque-là, le centre de documentation juive contemporaine, et puis je lui ai demandé, je raconte des anecdotes, hein, on est d'accord, je lui ai demandé, est-ce que vous connaîtriez un éditeur? Alors il m'a dit, sûrement pas chez le mien, ils vont vous mettre dans un placard, mais allez voir l'éditeur de Tintin. Alors, c'est-à-dire l'éditeur de Tintin, c'était l'édition belge de Casterman. J'ai cru qu'il plaisantait, mais il m'a dit pas du tout. Il y a un excellent germaniste là-dedans, et j'ai déposé le livre en me disant on verra ce que ça donne. Et puis il m'a appelé quelques jours après en me disant c'est très important ce que vous avez fait, mais on va le diviser en 3 parce qu'il faut vendre. Donc on va commencer par la médecine SS, ensuite on fera le massacre des aliénés, ensuite la médecine nazie.
Ça a été exactement ce qu'il avait prévu, c'est-à-dire que la médecine SS a eu beaucoup de succès parce que c'était assez scandaleux. D'ailleurs, Poliakov nous avait fait l'honneur d'une page entière dans le Monde, ou une demi-page en tout cas dans le Monde, de critiques. Et puis les autres ont été un petit peu moins vendus, si je puis dire, et connus. Et puis, j'étais resté là dans mon domaine médical, mais j'avais, par définition, été plus loin dans l'histoire. Parce qu'étudier les crimes des médecins nazis, c'est pénétrer dans le domaine d'un génocide, de la Shoah. Et puis, mon ami Socrate Hellmann en avait un peu assez de travailler là-dessus. Je me retrouvais tout seul et je me suis dit, il faut continuer. Et je me suis un peu interrogé sur ce que j'allais faire et le hasard a fait que j'avais envisagé de me pencher sur les Ziganes, mais toute la documentation était en Angleterre. Justement, je travaillais en France, j'avais pas tellement les moyens. Et puis, par hasard, peut-être parce que j'avais reçu aussi des lettres de gens qui m'avaient écrit pour mes livres, nos premiers livres, en me disant, mais les Arméniens, vous en occupez pas. Et puis aussi parce que j'ai rencontré une amie arménienne qui me parlait de sa famille et je croyais qu'elle était juive et puis je m'aperçois qu'il y avait 30 ans de décalage, je comprenais pas et elle me dit je suis arménienne. Arménien, qu'est-ce que c'est? Je connais rien. Et puis il y a eu ce hasard, si vous voulez, de connaissances qui m'a fait rencontrer Arpik Missakian et Roger Tcherpachian. Alors et là j'ai été vraiment introduit complètement et accueilli. Et accueilli, on m'a fait confiance. C'est ça qui est extraordinaire parce que on aurait le droit de se dire qu'est-ce que c'est que ce drôle d'oiseau qui connaît rien à notre histoire et qui rentre là-dedans. Mais alors parlons aussi de cette période parce qu'en France personne ne parlait du génocide arménien jusqu'à ce que des jeunes révoltés ont commis des actes. Vous avez tout à fait à l'époque de la. Vous avez tout à fait raison. C'est véritablement le hasard qui m'a mis donc à étudier sur le génocide arménien. Pas tout à fait le hasard, parce que j'étudiais une question dont je ne savais pas, puisque je ne connaissais rien, si c'était ou non un génocide. Donc je me suis mis à l'étude de l'histoire de l'Arménie. C'est pour ça que pour l'étudier, il fallait une documentation assez large. C'est pour ça que Anaïs Termination m'a beaucoup aidé, si vous voulez, en me dirigeant. Et puis, en analysant les documents, dont j'en parlerai cet après-midi, dont on disposait à cette époque, il était évident que ça répondait au caractère de génocide. Bon, il se trouvait aussi que lorsque le livre est paru, c'est-à-dire en 77, parallèlement d'ailleurs à celui de Karzou, il faut quand même pas oublier qu'il y a eu 2 livres qui sont apparus à cette époque, mais c'était pas la même chose, si vous voulez. Moi, j'étais pas arménien, donc oui. Pour les Arméniens, il y avait une sorte de porte qui s'ouvrait de l'extérieur, comme grâce aux aides que j'avais pu obtenir par les amis arméniens, c'était, je crois, un livre bien documenté à l'époque, n'en disons pas plus. Rappelons le titre arménien, Histoire d'un génocide. Les Arméniens, Histoire d'un génocide. Bon, donc quand je me suis trouvé à présenter ce livre dans les différentes communautés arméniennes, ça j'en parlerai plus cet après-midi, mais ce que je peux dire, c'est que j'ai compris que je me trouvais à un tournant. C'est-à-dire que avec l'explosion d'un négationnisme et qui rentrait véritablement dans une politique de négation d'État, il y avait une colère arménienne qui explosait. Et moi, j'étais de l'extérieur, donc cette colère, que je la comprenne ou je la comprenne pas, n'était pas le problème. Cette colère était là. Et elle explosait dans une violence qui était... Donc c'était la période de la lutte armée. 79-83, si vous voulez. Et je continue, si vous voulez, une seconde, parce que quand j'ai vu où ça menait, en particulier l'attentat d'Orly, qui était insupportable, je pense que nous sommes d'accord là-dessus, il fallait arrêter cela. Et à ce moment-là, je me suis adressé à 2 de mes amis... mon ami Édouard Jacquian, dont je salue ici la mémoire, qui était mon ami le plus cher, et puis Gérard Chalian, et on a dit, il faut remettre ça dans la politique. Donc on a organisé, grâce à Gérard qui connaissait tout le monde, ce tribunal des peuples qui a eu lieu en 84. Alors Yves Ternon, est-ce que pour l'historien qui s'est approché de la communauté arménienne, qui a senti sa souffrance, sa douleur, mais finalement l'historien a un rôle très spécifique, est-ce que vous avez pu rester impartial face à l'histoire? Oui, je suis resté impartial. Enfin, le problème est très difficile à expliquer. Je suis resté impartial quant à l'honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire, le document prime. Si un document dit quelque chose, qu'on garantit son authenticité, on traite ce document.
et on ne l'écarte pas ou on ne l'utilise pas à rebours. Mais il n'en reste pas moins que quand vous touchez à cette mémoire, et c'est ça vraiment qui est un peu ambigu dans le rôle de l'historien d'un génocide, vous pensez à la victime et à l'assassin. Donc vous avez une véritable empathie pour la victime, et ses descendants bien entendu, et un regard de juge pour l'assassin que vous entendez démasquer par le document dans toute sa réalité, en sachant bien entendu qu'on était dans les années 80, donc tous les assassins étaient quasiment morts. Est-ce que vous étiez conscient dès le départ que votre rôle, malgré vous, était aussi politique? C'est-à-dire que vous contribuez non seulement à la vérité, à faire éclater la vérité, à faire connaître cette histoire, mais aussi il y a des gens qui ont des revendications. La première de ces revendications, c'est de faire parler d'eux-mêmes de leur histoire, rien que ça au départ, et que vous étiez là pour appuyer cette cause. C'est évident, à partir du moment où il y a négationnisme qui est un acte politique, quand on lutte contre le négationnisme, on est politique. Il y a quand même une nuance que je tiens à établir, c'est que n'étant pas arménien, que j'ai été de gauche et que je sois toujours de gauche, ça c'est un problème qui était bien avant, situation qui était bien avant mon engagement dans ces causes. Mais je me suis toujours abstenu de m'engager dans un milieu qui était quand même partagé sur le plan politique en différentes tendances qui étaient parfois assez agressives. Donc je suis resté ce que je devais être, l'étranger dans ce monde, et je pense que aussi bien les Datchak que les Nchak ou que Ram Gavar m'ont accueilli en tant qu'historien, et là je n'étais pas militant arménien. Bien entendu, mais la question reste posée pour l'historien, c'est être face à des gens qui vivent une frustration encore aujourd'hui, mais on imagine bien ce que c'était les années 70, et d'un seul coup, il y a un Français non arménien, et le seul depuis des décennies, comme Bernard-Henri Lévy l'a dit dans un de ses meetings, quand il parlait des arguments des anti-pénalisations, et qui disait, mais qui a travaillé sur cette question pour dire qu'il y a une atteinte à la liberté de la recherche et de l'historiographie? Et voyez voir, il n'y a que Yves Ternon dans ce pays qui a eu le mérite de travailler sur cette question. Alors, vous êtes face à des gens frustrés quand même, les Arméniens, jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'essaie de voir jusqu'à quel point vous avez pu faire face à cette pression morale. Écoutez, le problème qui s'est posé assez rapidement, c'était qu'en fin de compte, comme vous l'avez dit, j'étais médecin, j'étais chirurgien, j'avais ma clinique et jusqu'à ma retraite à 65 ans, c'est-à-dire en 97, j'ai exercé comme chirurgien. Et je dois beaucoup à Gérard Dédéian. À Gérard Dédéian qui m'a dit, qui lui donc un grand universitaire, spécialiste du Moyen-Âge arménien, et qui m'a dit il faut rentrer dans l'université. Et ça, c'est une dette que je n'oublie pas parce que si moi j'avais pas d'ambition particulière, mais je n'avais pas compris que cette action que j'avais, qui était quand même quelque part une action militante contre le négationnisme, ça je ne le dis pas, elle ne pouvait être soutenue que dans la mesure où j'avais une assise universitaire. Donc il se trouve que par une thèse, et 5 ans après, toujours grâce à Gérard Dédéian, une habilitation, qui était dirigée, d'ailleurs j'ai eu le même président de thèse qui est André Caspi, donc spécialiste et de la Shoah et de l'histoire des États-Unis, donc un grand universitaire. J'entrais de plein pied dans le milieu universitaire. C'est-à-dire, je veux bien que les négationnistes s'amusent à dire que parfois ils disaient que j'étais même dentiste, il est chirurgien, il n'est pas un historien. Je revendique maintenant, grâce à ce label universitaire qui m'a été donné, le statut d'historien. Et il est évident que depuis 97, je l'exerce à plein temps puisque je n'ai plus que cela comme activité. Donc ça, c'était très important parce que le milieu médical est plein de personnes qui ont voulu écrire un jour un livre sur l'histoire de la médecine. Il y en a des grands qui ont écrit sur la peste, il y en a des petits qui ont écrit sur les généraux napoléoniens. Ça, les médecins de Napoléon, ils sont vraiment couverts. Et moi, j'étais rentré dans un domaine très singulier qui était
histoire de génocide. Alors permettez-moi de rappeler nos auditeurs qui peuvent nous appeler pour peut-être poser des questions à Yves Ternon et à Smik Kevonian. C'est au 01 43 53 20 74 et nous poursuivons sur la question du négationnisme. Vous l'avez évoqué, c'est aussi votre combat. Vous participez tous les ans à des colloques divers sur le négationnisme. Là, on est dans une évolution de l'histoire, de la recherche historique sur l'histoire du génocide, mais aussi il y a une évolution dans le négationnisme, il y a un développement du négationnisme. Alors, comment le décrire entre les années 30-40 où on ne savait pas ce qui se passait, mais on entend aujourd'hui que la Turquie a réussi à stopper un grand film sur les 40 ans du Moussadar dans les années 40 ou 50. Les 40 jours de Moussadar, pardon. Ça, on l'apprend aujourd'hui parce que c'est la diplomatie cachée qui fait cela. Mais aujourd'hui, il y a une autre forme de négationnisme depuis que le combat se renforce aussi chez les Arméniens. Oui, c'est une longue histoire. Bon, on reste après-midi, mais tout a commencé à partir du moment où les Arméniens ont pris conscience qu'ils avaient été victimes d'un génocide et disons, fixons l'année 65. À partir de ce moment-là, il y a eu deux combats parallèles. Le combat des Arméniens pour la reconnaissance du génocide et au-delà pour d'autres demandes, et puis le combat des Turcs qui découvraient qu'ils allaient être assaillis par ces demandes. Donc, d'un côté, une vérité qu'on voulait faire éclater, de l'autre côté, une vérité qu'il fallait cacher à tout prix et cacher par tous les moyens. Mais il se trouve que les choses ont évolué progressivement. Je ne parle pas des différents épisodes du pouvoir turc, mais qu'ils aient été héritiers du kémalisme, qu'ils aient été héritiers disons d'un islamisme qui se veut moins radical que d'autres, mais qui reste un islamisme militant, le négationnisme est leur cause commune. C'est même à travers leur division, c'est la négation de cet événement. Mais en fin de compte, ils ont été contournés. Ils ont été contournés parce que il y a quand même dans le milieu universitaire des gens qui sont honnêtes. Il y en a même beaucoup. Et ce sont les intellectuels turcs qui ont opéré le changement. Les intellectuels turcs qui ont considéré que il fallait s'interroger sur le passé. Donc tous les travaux qui ont été faits, et évidemment la personnalité de Taner Akçam est centrale, mais à partir de là, tout s'est développé. Il y a maintenant plusieurs grands historiens turcs qui étudient cette question des événements de la Première Guerre mondiale, de la Grande Guerre, et sur le plan de ce qui s'est passé avec les Arméniens, qui étudient d'ailleurs plus largement la politique du système du gouvernement jeune turc à l'égard des différentes minorités nationales. Donc, c'est tout un remaniement historique qui est fait par ceux qui doivent faire l'histoire, c'est-à-dire les historiens turcs, l'histoire de leur pays. Parce que le négationnisme, mettons-le de côté, il existera toujours à partir du moment où il y a Internet. Vous savez, c'est quand même assez énorme d'être capable de nier la Shoah, parce que là, il y a une documentation qui est tellement écrasante que ça relève de l'ordre de la débilité et du mensonge grossier. Pour les Arméniens, maintenant, ça devient la même chose. Nous n'avons pas à prouver qu'il y a eu un génocide arménien. Il suffit simplement de lire des ouvrages qui ont été faits par des historiens du monde entier, qui ont collaboré ensemble, d'ailleurs, dans des colloques, dont des historiens turcs. Vous savez, il y a quelques semaines, j'en parlerai aussi cet après-midi, mais j'ai reçu la traduction d'un de mes livres, Mardin, en turc, avec une préface d'un turc que j'ai pas pu lire encore, mais mon ami Arslan m'a dit que c'était remarquable, Raymond aussi, et Raymond Kevorkian, et la boucle était bouclée. C'est-à-dire, Mardin, on pénètre vraiment dans la profondeur et l'horreur du génocide dans un lieu précis, que ce soit en turc, avec des images que je n'avais pas publiées dans le premier livre, qui ont été ajoutées, des commentaires, des textes. Bon, ça prouve qu'aujourd'hui, en dépit de ce régime dictatorial qui va s'implanter de plus en plus probablement en Turquie avec la personnalité d'Erdogan et ses ambitions, il y a en Turquie des intellectuels qui sont des historiens. Donc,
Sur le plan de l'université, c'est acquis. De quelques oasis dans un désert très vaste. Dans un désert très vaste, mais ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Il ne faut pas. La première chose, c'est de les exclure de l'université, si vous voulez. Vous n'empêcherez pas les politiques de dire ce qu'ils veulent, de dire n'importe quel mensonge. On le voit dans tous les domaines. Hein. C'est pas. Mais vous empêcherez des universitaires de faire offense à leur qualité intellectuelle, qui est l'honnêteté face aux documents. Alors, et là, c'est acquis. Tout à l'heure, nous parlions du besoin d'avoir une vision très large par rapport à la question et l'histoire du génocide arménien. On a parlé des actes génocidaires, du contexte politique, mais la nécessité de parler aussi de culture, de littérature, de tout ceci. Mais si on revient à l'histoire propre du génocide, telle que pour l'instant elle est vue et répandue, quels sont les axes que vous considéreriez nécessaires à approfondir? Parce que là, vous avez beaucoup travaillé sur des archives, mais pas forcément, par exemple, les archives de l'époque ottomane qui se trouvent en Turquie. D'autres ont essayé de le faire. Taner Akçam a eu accès à ces archives sans pour autant pouvoir tout voir, parce qu'il a parlé ici dans ces studios des contraintes et des limites de cette soi-disant ouverture des archives. Qu'en est-il de cette méthode de travail que vous conseillerez d'autres historiens à suivre? Écoutez, en ce qui concerne les archives, il faut pouvoir les consulter d'une part, mais il faut pouvoir aussi les lire. Bon, ma faiblesse, si je puis dire, c'est mon ignorance des langues. Hein. Dernièrement, je sortais d'un procès qui avait été fait à Laurent Lélékian et je suis interviewé par une télévision turque qui me demande, ils m'ont posé 4 questions. Ils m'ont dit, est-ce que vous parlez l'arménien? J'ai dit non. Est-ce que vous parlez le turc? J'ai dit non. Est-ce que vous parlez l'osmanli, l'ottoman? J'ai dit l'osmanli, non. Enfin, et est-ce que vous considérez que l'Algérie c'est un génocide? Voilà les questions qu'ils m'ont posées. J'ai dit non à chaque fois. Puis ça a été terminé. Alors il est évident que au niveau basal du négationniste turc, ils diront ah ben voilà, le fameux spécialiste du génocide arménien, il parle pas arménien, il parle pas turc, il connaît pas bien entendu les documents de l'époque ottomane et il est focalisé sur cet événement en ne s'occupant pas de l'histoire de son pays. Voilà le genre d'interprétation que l'on peut faire. Bon, maintenant on n'est plus tout seul, hein, on est très nombreux et il faut avoir la modestie pour chacun de savoir sur quel territoire on peut opérer. Moi, je sais que mon territoire est maintenant complètement défini, c'est celui du comparatisme. Hein, je pense avoir modestement contribué à instituer le comparatisme, c'est-à-dire essayer de comprendre un événement à travers d'autres événements et par cette intelligence parallèle, savoir comment on peut aider par l'histoire de tel événement à l'interprétation de tel autre événement. Et donc, le trépied sur lequel je travaille actuellement et que je contribue à l'enseignement mémorial de la Shoah, c'est la comparaison de ce que j'appelle les génocides avérés. Avéré, ça veut dire que si on se trouvait devant un tribunal, n'importe quel tribunal conclurait que la preuve est établie au-delà d'un doute raisonnable. Et cela permet de traverser le XXe siècle, si vous voulez, à travers la guerre. Car la guerre est absolument fondamentale. Donc connaître la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, arménien, Shoah, et le génocide des Tutsis au Rwanda, dans la manière justement dont ce génocide est moderne, et puis à partir de ce trépied, pouvoir interpréter bien entendu les autres événements, distinguer génocide et crime contre l'humanité, ce qui n'est pas rabaisser l'horreur d'un crime, un crime contre l'humanité, c'est horrible, on ne se définit pas par rapport aux souffrances des personnes. Aujourd'hui, on parle de génocide en Syrie quand on dit que les autorités massacrent la population. Et là, il y a une confusion sur la terminologie. Il y a une confusion complète. Non, mais le mot génocide est aussi confus que l'a été le mot fascisme dans la période du XXe siècle où on parlait de fascisme partout dès qu'on était anticommuniste, par exemple, ou dès qu'on établissait une dictature. Ça n'avait rien à voir. Eh bien, génocide, c'est bien défini, c'est clair, c'est précis. C'est pas très bien défini sur le plan historique, sur le plan juridique d'ailleurs, c'est toute l'ambiguïté, mais sur le plan de l'histoire, c'est assez clair.
Donc, si vous voulez, moi, je me borne à un travail d'élargissement dans un contexte, parce que on ne peut vraiment expliquer le génocide que par le contexte de la guerre. Alors, c'est trois génocides en tout cas, guerre internationale ou guerre civile, bien entendu. Avant-hier, à l'ouverture d'Armée Livre, Zovinard Kevonian parlait de vous comme l'historien du XXe siècle, parce que vous couvrez justement les trois grands génocides de ce triste siècle. Et là est toute la question par rapport aux relations des enfants, des rescapés, ou pour les Rwandais, c'est pas les enfants, c'est les rescapés, c'est les témoins de ce génocide, comme il est tout récent. Que faire pour que, évidemment, c'est pas le travail de l'historien, mais je me permets de poser cette question, puisqu'il y a un engagement aussi, vous l'avez évoqué, personnel par rapport au négationnisme. Que faire pour que les trois communautés de victimes puissent se renforcer mutuellement, s'entraider dans la recherche à la fois scientifique, mais aussi dans le partage de cette douleur et aussi le fait de pouvoir s'en sortir de cette douleur et tourner la page un jour pour tous. Que faire pour que, et vous le constatez, les relations entre juifs et arméniens, entre arméniens et tutsis, entre tutsis et juifs, ne sont pas forcément par rapport à ce lien, ne sont pas à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer. Vous avez tout à fait raison. Bon, il y a plusieurs éléments d'explication, mais je reviens à la notion de victime. Il s'est trouvé, justement, sur un plan, disons, de la chronologie, que j'ai parlé avec des survivants directs de ces trois génocides. Certains sont, en tout cas pour la Shoah, mes amis très proches. Les vieilles personnes du génocide, souvenirs du génocide arménien qui avaient donc, dans les 70-80 ans, quand je les ai interviewés, les témoins de la Shoah, les survivants de la Shoah qui sont arrivés assez vite aussi à ces âges-là, les jeunes gens survivants du génocide des Tutsis, racontaient la même histoire. Ils racontaient la même histoire. Ils avaient la même douleur. Ils s'étonnaient d'être là. Ils se culpabilisaient d'être là. Ils s'enfermaient dans le silence ou ils allaient dans la parole extrême. Donc il y avait toutes les attitudes. Donc c'était les mêmes personnes. Donc je me suis aperçu que, j'ai constaté, je savais déjà d'ailleurs dès le début, mais qu'il y avait un après-génocide qui n'avait pas de fin, qui ne pouvait avoir de fin que s'il y avait véritablement une reconnaissance et un travail de mémoire qui était fait. Donc on se trouvait dans une autre dimension qui était celle de l'histoire, celle de la mémoire à l'histoire. J'ai constaté aussi que dans cette période initiale de mes travaux, Arméniens et Juifs ne se comprenaient pas. Souvent dans les communautés juives, au fond, on ne s'intéressait pas tellement à la question arménienne, et dans les communautés arméniennes, on en voulait beaucoup aux Juifs de ne pas s'y intéresser et d'être, en fin de compte, les premiers, si je puis dire, cette sorte de compétition stupide, qui était entretenue d'ailleurs par certains historiens maladroits, ce que j'appellerais la concurrence des victimes, qui est probablement le premier de mes combats. Supprimer la concurrence des victimes, parce que si vous avez été victime d'un événement qui est le même, qui est un génocide, spécificité du génocide, mais singularité de chaque événement, solidarisez-vous, parce que l'ennemi en face, c'est le bourreau. Il est peut-être mort, mais c'est le bourreau. Donc, la lutte doit être différente. Bon, je pense que les réunions sont effectivement assez rares. On a cherché à les faire souvent. Je me souviens de cet article dans Arche qu'avait fait, ce numéro de Arche que mon ami Meir Ventrater avait consacré justement à cette solidarité des victimes, et où on parlait, il m'a fait l'honneur de pouvoir faire un article sur les Arméniens, sur les Juifs et sur les Tutsis, donc cette même approche. Il est évident qu'il faut que les réunions soient plus fréquentes. Il y a par exemple actuellement, grâce à Frédéric Ancel, tous les ans, le dernier dimanche de janvier, il y en aura un cette année, une réunion sur le négationnisme. On traite du négationnisme. Cette année,
c'est le 20e anniversaire du génocide des Tutsis. On voit aussi quand même une évolution en Israël même, où avant il y avait avait bien sûr 2-3 députés qui se réclamaient de cette question. Voilà. Aujourd'hui, ils sont passés à 30, et on comprend très bien qu'il y a aussi là-dedans l'histoire des relations avec la Turquie, aujourd'hui avec l'Azerbaïdjan, mais au-delà de la politique, qu'on peut comprendre, qu'on peut intégrer quelque part, mais il y a cette frustration de tous les côtés. Il ne s'agit pas d'être frustré du côté arménien. Pourquoi les Juifs ne les soutiennent pas dans leur démarche à la fois politique et de combat contre le négationnisme, mais c'est des deux côtés, et c'est ce qui manque peut-être quelque part pour une compréhension mutuelle. Vous avez quand même un élément important, c'est que le plus fidèle soutien de la lutte contre le négationnisme, c'est Serge Klarsfeld. On ne peut pas plus engager dans la mémoire de la Shoah que Serge Klarsfeld. Bon, Bernard-Henri Lévy est aussi, par la brillance, l'élégance et la force de sa parole, engagé. Vous n'avez pas besoin de tellement de gens, il suffit de quelques paroles fortes. Bon, je sais bien qu'il y a, je ne les nommerai pas, des personnes qui ne devraient pas soutenir la négation du génocide arménien, non pas la négation du génocide arménien, mais l'impossibilité de faire établir une loi. Je sais que j'ai beaucoup souffert, ayant assisté au débat au Sénat, de l'intervention de certains pour s'opposer, et c'était pas une fracture droite-gauche, il y avait beaucoup de gens de gauche pour s'opposer à l'adoption de la loi. Il y a aussi ce malentendu colossal qui est les lois mémorielles, la lutte contre les lois dites mémorielles, ce qui est un mot complètement stupide, qui est menée par les historiens, de nombreux historiens français, qui rallient de plus en plus de personnes au nom de la liberté de parole. Donc tout ça, ce sont des malentendus, mais ce n'est pas une opposition fondamentale juif-arménien, qu'on le comprenne bien. Quant aux problèmes politiques, alors, entre l'État d'Israël et l'Arménie, leurs engagements, pour des raisons qui sont essentiellement de survie, sont tels que je vois mal l'État d'Israël reprocher aux Arméniens d'être proche de l'Iran, ou l'État d'Arménie reprocher en tout cas, c'est un autre projet de discussion qui demande. C'est un autre problème. Moi, voilà, en tant qu'historien, je reste sur le plan de l'histoire, et je n'accepte pas d'être attaqué, si je puis dire, dans le plan des solidarités ou des engagements politiques qui sont sur d'autres plans, quoi. Alors, évidemment, nous avons parlé de la Shoah, du génocide arménien, du génocide des Tutsis, mais on peut pas quand même oublier ce qui se passe au Darfour, dans d'autres lieux actuellement du monde où il y a des souffrances. Et justement, c'est comme Bernard-Henri Lévy le disait, la communauté des ébranlés devrait être présente à chaque fois auprès de toutes les victimes de ce genre d'exactions à travers le monde. Alors moi, je voudrais qu'on fasse un peu de pédagogie avec vous, puisque vous êtes le maître autour de cette table, et quelques définitions. Quand on parle, par rapport à ces questions du génocide, quand on parle de justice, quelle est la justice qui peut être donnée aujourd'hui aux Arméniens ? Vis-à-vis des bourreaux, aucune, bien entendu. Le XXe siècle n'a pas puni les criminels, en dehors de quelques-uns pour les deux premiers génocides, et de quelques-uns plus précisément grâce au tribunal pénal international pour le Rwanda. Il faut savoir que l'espoir se situe dans le XXIe siècle, c'est-à-dire dans la création d'une cour pénale internationale qui n'est appelée à juger, répétons-le, que les événements postérieurs à l'ouverture de cette cour, c'est-à-dire en 2002. Donc le XXe siècle est barré, il n'y aura pas de justice, et on ne peut juger d'ailleurs que des gens vivants, donc c'est à l'histoire de raconter la vérité, de dénoncer les crimes, mais il n'y aura pas de justice sur l'individu, puisqu'il n'y a pas les moyens de le faire. Mais l'avenir est dans le droit pénal international. Il a mis beaucoup de temps à s'élaborer. Il était à peine ébauché à la fin du XIXe siècle. Au XXe siècle, il a fallu attendre vraiment la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que l'on commence avec les conclusions du tribunal militaire international de Nuremberg à définir des infractions, ajouter celle de génocide.
chargé l'ONU de régler ces problèmes, l'ONU divisé jusqu'à la fin, jusqu'à la chute du régime soviétique, enfin les tribunaux pénaux internationaux, tout ça évolue très lentement. Il faut savoir que la première mandature du procureur sur le tribunal pénal international, qui a été la Cour pénale internationale, n'a jugé qu'un criminel. Je dis qu'un criminel puisque le jugement a été rendu sur un Congolais qui avait utilisé des enfants comme soldats. Donc c'est très lent, c'est très très lent. Mais c'est la seule voie, c'est le seul espoir. Alors, que signifie souvent, on entend parler de devoir de mémoire. Est-ce que c'est un terme j'allais dire, soft, doux, pour parler d'un geste, d'ouvrir quelques pages de l'histoire et pour dire aux Turcs, dites quand même quelque chose. Pour moi, une petite excuse. Pour moi, ça veut rien dire, devoir de mémoire, parce que je vois pas pourquoi quelqu'un qui a été victime d'une souffrance serait obligé de travailler dessus. Il a bien le droit de vouloir l'oublier, de se taire. Non, le mot devoir est un mot erroné. C'est travail de mémoire. Ça, c'est tout à fait différent. C'est un travail qui peut être fait par différentes catégories scientifiques aptes à travailler sur ce sujet de la mémoire. Les rapports entre histoire et mémoire, c'est un énorme chapitre qu'on va pas ouvrir. Mais il est certain que chacun dans son domaine, s'il est consacré, s'il a les possibilités de travailler sur la mémoire, doit le faire, s'il est respectueux d'un certain passé. Mais c'est tout. Il y a une sorte de maturité aussi dans la revendication, quelle qu'elle soit. Dans le cas des Arméniens, vous l'avez rappelé tout à l'heure, l'année 65 a marqué tous les esprits et a donné le là pour une nouvelle campagne de revendication. Là, c'était notaire, c'était les Arméniens qui revendiquaient ces terres perdues, mais on est passé par la suite à une revendication plus précise, c'est-à-dire la reconnaissance par la communauté internationale, mais surtout par la Turquie, du fait de génocide. Et ce qu'on appelle la cause arménienne, c'est une évolution. Mais il y a quand même des constantes, ce qu'on appelle les réparations, les terres, les réparations peut-être financières, etc., etc. Pour vous, au-delà d'une reconnaissance, et certains allaient dire, so what, la Turquie reconnaît, et après, elle pourrait le faire en 2015 et le monde entier pourrait applaudir la grandeur de la Turquie en oubliant 100 ans de négationnisme, en oubliant même le génocide et les déportations et tous les massacres. La Turquie pourrait en sortir grandie avec un coup de communication assez intelligent qu'elle pourrait organiser. Mais qu'est-ce qui va se passer après, selon vous ? Moi, je ne crois pas qu'il se passe cet événement-là en 2015. Je pense que la Turquie va faire un coup médiatique soft, si je puis dire, en reconnaissant un certain nombre de choses, mais pas le fait de génocide. Donc si elle le reconnaît, tout change. Et à partir de ce moment-là, quelle est la situation ? Moi, je ne fais pas de politique fiction. Je dis un jour, puisqu'il n'y a pas d'alternative, où la Turquie reconnaît, ou bien les Arméniens continuent à réclamer la reconnaissance. Bon, un jour, je serai probablement plus de ce monde, et peut-être aucun d'entre nous, la Turquie reconnaîtra nécessairement qu'en 1915-1916, les Arméniens ont été victimes d'un génocide. Ça me paraît inéluctable. Que se passera-t-il après ? Alors là, c'est un autre problème. Il y a deux aspects que l'on peut, mais c'est encore de la politique fiction que l'on peut envisager. Bon, le premier aspect est évidemment d'ordre économique. Le vol, la spoliation, l'accaparement des biens a été total. Quels seront les moyens juridiques ? Et c'est aussi un des éléments que redoute la Turquie. Ce sera très lent. Je ne sais pas ce qui se passera. C'est pas mon problème, si je puis dire, parce que mon problème, c'est au niveau du rapport des victimes dans un génocide. Ça, ce sera un dialogue à établir. C'est pas facile. Il faudra prendre exemple aussi sur ce qui s'est passé ailleurs. Regardez en Union soviétique, la fin du régime soviétique, il n'y a pas eu la moindre réparation pour les millions de morts, il n'y a pas eu la moindre dénonciation, donc il y a eu plein d'horreurs et on a tué tout cela. Donc je ne sais pas ce qui se passera après. Pas de politique fiction. Priorité, reconnaissance sans nuance de la perpétration du génocide des Arméniens de l'Empire ottoman
par le comité Union et Progrès et les membres du comité Union et Progrès organisés autour d'eux dans le gouvernement de l'époque. Ça, c'est la priorité. Après, à vous de jouer. Alors, justement, quand on entend Ahmet Davutoğlu, le ministre turc des Affaires étrangères, qui était il y a 2 jours en Arménie dans le cadre d'une réunion concernant la coopération économique de la mer Noire, donc il n'était pas venu en Arménie ni pour aller à Zizernagapet, ni pour parler des relations arméno-turques, même si une rencontre a eu lieu avec le ministre des Affaires étrangères arménien. Et là, suite à ce voyage, il a déclaré, en parlant de l'histoire, que les déportations étaient inhumaines. Pensez-vous que c'est une évolution importante? Est-ce que c'est un signe pour préparer du côté turc, toujours dans une approche de communication 2015? Oui, alors là, c'est très fin de la part de la négation turque, si je puis dire, de parler de déportation. Parce que quand on relit toute la documentation de l'époque, en particulier la documentation allemande, qui savait très bien qu'il y avait une politique d'extermination et qui acceptait la politique de déportation. Donc l'idée, si vous voulez, qui va traverser toute l'histoire des relations arméno-turques depuis la fin du XIXe siècle, c'est celle de la responsabilité arménienne. Donc cette responsabilité arménienne qui était très relative dans la période d'opposition à Abdulhamid, qui a été totalement calmée à partir du moment où il y a le pouvoir des jeunes Turcs et les menaces aussi qu'ils représentent, elle va traverser toute cette histoire jusqu'à aujourd'hui. Donc, justifier les déportations par des mesures de guerre, comme mesure de guerre, c'est justement toute l'habileté de la dialectique turque. Dire que cette déportation est inhumaine en parlant des conditions de la déportation, des actes isolés de bandes de tueurs, etc., sans dire qui sont ces bandes de tueurs, que ces bandes de tueurs sont organisées par le comité Union et Progrès, par l'organisation spéciale, qu'ils appartiennent à une organisation chargée d'exterminer les convois de déportés, ou en tout cas de les décimer. Ça, s'ils vont jusque-là, on avance. Mais si c'est pour masquer une fois de plus la question, on n'en finira pas. La connaissance que nous avons aujourd'hui, connaissance très affinée, j'en parlerai tout à l'heure, dans l'exposé qu'on m'a demandé de faire, des conditions du génocide, nous permet de savoir exactement comment ça s'est passé. Masquer cela comme une déportation nécessaire et des accidents au cours de la déportation, non, ça va pas. Alors, nous allons peut-être vous suivre cet après-midi, puisque vous l'avez dit, il y a une présentation plus détaillée de vos travaux sur ces questions-là. Hasmi Kevonian, quand même, disons à nos auditeurs ce qui va se passer cet après-midi et encore demain, dimanche. Et lundi, ce sera le retour. Oui. Juste avec tout ce que Yves Ternon a été amené à faire, je voudrais rappeler le message d'Ara Krikorian quand il rappelle les prétoires des tribunaux correctionnels, les télévisions suisses romandes, etc., etc. Il y a eu pendant une certaine période un certain nombre d'actions pour lesquelles vous avez rejoint, comme il se présente lui-même, le militant. Oui, bien sûr. Pour toutes ces actions. Alors, ce qu'il va se passer à l'espace culturel, le 148 rue Paul Vaillant-Couturier à Alfortville, près de la mairie d'Alfortville, j'aimerais simplement dire aux auditeurs que l'action du livre à la Maison de la Culture a commencé en 81. Quand on a eu la proposition de la médiathèque d'Alfortville, qui s'appelait Bibliothèque municipale à cette époque-là, de participer à l'île aux livres, qui était humblement quelques livres que l'on présentait, et on était dans la salle du conseil municipal de la mairie d'Alfortville. Et la bibliothécaire et amie m'appelle, on a commencé ensemble, elle me dit, ma petite Hasmi, que tu veux pas mettre quelques livres arméniens? C'est un livre arménien. Je suis allée chez Samuelian, bien sûr, j'ai acheté quelques livres. Et c'était la première fois qu'on voyait des livres comme cela à Alfortville, quoi. Et du coup, nous les avons gardés. Nous avons tout doucement commencé une diffusion livre, comprenant très bien que si nous n'amenions pas le livre, on n'irait pas forcément vers lui. Inviter des auteurs. Un des premiers, d'ailleurs, je reprenais mes notes, a été Gérard Chalian qui a accepté notre invitation. On est dans les années 82.
Puis Pascal Manoukian d'ailleurs qui va venir cet après-midi, qui va présenter son premier livre. Et en 85, nous faisions de la diffusion livre une activité propre à la Maison de la Culture arménienne. Voilà. Donc depuis, on a. Alors aujourd'hui, c'est l'ouverture au public, bien sûr, déjà depuis 11 heures. Nous sommes, mes amis sont en train de recevoir des classes collèges et lycéennes de la Maison de la Culture arménienne, pour lesquelles on a rendu obligatoire la visite au salon. Il y aura à 17 heures, alors vous voyez, la langue arménienne se porte assez bien chez les jeunes qui suivent des cours d'arménien, puisque plusieurs diront de la poésie en arménien. Et des poètes de la grande catastrophe, comme on l'appelle. Et le grand rendez-vous, naturellement, c'est à 18h, avec ce que nous appelons, nous, la grande conférence, dont le titre est les principaux axes de la recherche historique sur le génocide des Arméniens de l'Empire ottoman. Aujourd'hui, nous allons avoir, alors on ne va pas détailler, mais la plaquette le dit, plus d'une dizaine, si ce n'est 15e, d'auteurs qui nous ont fait le plaisir de venir, certaines provinces, d'ailleurs, 2 vont arriver de Lyon, sont arrivés, ça y est, et pourront dédicacer, mais aussi parler de leurs livres en direct avec les lecteurs potentiels. Donc ce soir, la grande conférence. Demain, nous avons l'habitude d'offrir c'est pas un spectacle, c'est une animation ludique en langue arménienne aux enfants, à laquelle participent autant de parents que d'enfants d'ailleurs, et même plus, des gens qui n'ont pas d'enfants, ils viennent quand même, avec cette personnalité d'Anaïs Sarkissian qui a une méthode tout à elle, d'enseigner l'arménien dans la joie, le plaisir, l'humour aussi, et elle a appelé c'est même pas un spectacle, son animation, une malle ouverte, une malle fermée. À vous de comprendre le sens. Alors, il y a, pour terminer, une amorce, je dis amorce, on peut pas appeler ça une exposition, mais nous avons voulu tenter, remarquant que la mémoire, c'est aussi les photographies familiales de la communauté arménienne d'Alfortville. Nous nous sommes rendus compte qu'elle se perdait, que quand on reçoit des livres en don à la bibliothèque de la MCA, qui compte 3000 titres actuellement, eh bien, il y avait souvent des photos de famille, des photos anciennes. Et quand on téléphonait en disant, vous avez oublié vos photos de famille, on nous disait, non, mais on n'en veut pas, jetez-les. Et j'avoue que ça m'a personnellement beaucoup, beaucoup impressionné. Donc, on a fait une petite amorce, une petite exposition toute simple, dans laquelle il n'y a même pas les dates ni quoi que ce soit, mais on le peut découvrir, puisque nous avons 90 ans de présence à Alfortville, 1923, 2013, et notre présidente a été très sensible à cela. Donc, nous avons fait des reproductions. Et chacun de se voir, la plus ancienne est de 26, et il y a entre autres une photo de 26 des premiers jeunes hommes à aller à l'école Étienne Dollet d'Alfortville, vers le sud, apprendre le français. Et à Chalouz, la présidente faisait remarquer que maintenant ce sont des Arméniens qui enseignent le français aux étrangers dans les écoles françaises. Donc voilà, mais c'est tout à fait humble, mais c'est une amorce et je me rends compte, nous avons déjà 10 potentielles familles, 10 familles qui se proposent de nous, non pas céder, mais pour reproduction leurs photos familiales. Et surtout voilà. Cet après-midi à 18h, la conférence de Yves Ternon, donc qui va reprendre ce que nous n'avons pas développer ici pendant cette émission les principaux axes de la recherche historique sur le génocide des Arméniens de l'Empire ottoman. Yves Ternon, pour conclure, si je vous dis au-delà du travail scientifique, quel est, après tant de contacts, tant de travaux, tant de conférences et puis tant de réflexions sur ces questions des multiples génocides, quel est le message d'Yves Ternon, l'homme ? Eh bien, difficile, la question que vous me posez. Le message, c'est d'abord, je le dis toujours, que un crime de cette nature ne concerne pas seulement les Arméniens et les Turcs, mais toute l'humanité. Ça, c'est essentiel. Si nous voulons vivre dans un monde meilleur, si nous voulons épargner au XXIe siècle les catastrophes qui ont eu lieu au XXe siècle, il faut savoir qu'il y a non seulement une solidarité des ébranlés, puisque je reprends le mot d'Octavio Paz, mais une nécessaire solidarité des êtres humains entre eux et des valeurs qu'il faut préserver. Des valeurs qui sont totalement anéanties par les crimes contre l'humanité et le génocide. Donc, par le travail qui est fait justement sur l'événement historique,
par la justice, quand on peut l'appliquer, rétablir justement ces liens qui ont été perdus au moment du crime. Donc c'est là la tâche à laquelle je pense m'être employé tout au courant de ma vie et qui était en harmonie avec mon message initial, qui était celui de soulager la douleur par le métier que j'avais appris à pratiquer. Yves Ternon, merci. Nous étions vraiment très très ravis de vous avoir autour de cette table dans les studios d'Hype FM. Merci Hasmik Kevonian, directrice de la Maison de la Culture Arménienne d'Alfortville, et merci à nos auditeurs qui, je suis sûr, ont eu un immense plaisir de vous écouter aujourd'hui. Au revoir. Merci. Au revoir. Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.